crois que si on me demandait entre faire des cutters et des katanas, je préférerais faire des katanas, tu vois. Et j'espère faire des vidéos qui vont se rapprocher plus du katana que du cutter, quoi. C'est facile de dire à un junior, tu fais un peu d'open source et tu mets sur ton CV, les gens, tu vas faire la différence. Ouais. Maintenant, je suis aussi passé par ma phase d'open source dernièrement où je suis devenu... j'aime beaucoup contribuer de plus en plus aussi. Mais avant même cette phase-là, si je devais recruter un développeur, je voyais qu'il avait fait ça, mais ça c'était toujours pas déterminant. Alors, la seule skill en fait qui est indéniable, c'est d'avoir envie d'y aller et d'avoir l'aptitude à se prendre des murs. Et c'est ça que ça travaille aussi l'open source. Mais si t'es pas prêt à ça... Hello. Bienvenue dans le 6e épisode de MV Podcast. Aujourd'hui, on revient après s'être bien reposé pendant quasiment 3 mois, je crois. Et c'était bien nécessaire parce qu'on revient aujourd'hui avec une formule un peu différente où dans les épisodes précédents, on essayait de voir comment en tant que développeur, on peut franchir ce gap de l'international. Et en fait, on a aimé cette aventure, on a eu des super feedbacks. On s'était dit que finalement, c'était peut-être un petit peu que de tourner en rond, que de rester autour de ça, et qu'en fait, il y avait plein d'autres sujets au niveau de la carrière d'un dev et qui ne concernent pas forcément que l'international. Comment tu peux progresser dans ta carrière, devenir meilleur, hein, te faire mentorer, te faire coacher. Et c'est déjà un truc qu'on faisait avec Olivier, d'avoir ces discussions-là entre nous. Et du coup, on s'est dit qu'on allait continuer à avoir ces discussions-là, continuer de par la différence de nos profils à échanger et à le partager avec vous pour une nouvelle saison, en essayant de se retrouver tous les mois du coup autour d'un podcast. Et donc voilà, j'ai envie de dire que bonne rentrée à vous et j'ai déjà hâte de continuer de voir où cette aventure va nous mener, un peu comme la précédente qui a été démarrée un peu comme ça puis qui nous a emmenés là où elle nous a emmenés. Voilà, je suis content de te retrouver Olivier. J'espère que tu as passé de bonnes vacances et que tu as plein de trucs à me raconter. On n'a pas gardé les yeux que sur l'écran, on va dire. Ok, cool. C'est déjà pas mal. Ah merde, Yes. t'enchaînes. Non, vas-y. Ah bah, ouais, on peut dire d'enchaîner en fait. J'allais te dire, vas-y. En fait, c'est cool parce qu'il y a eu les vacances et j'ai vu que tu as bien bossé sur une des vidéos qui était vraiment cool. Donc, si les gars, vous n'avez pas vu sa vidéo, allez voir. Donc, c'est une vidéo en anglais pour le coup. Moi, j'avais une vraie question pour toi. Donc, c'était au niveau de cette vidéo, tu vois, les ressentis que tu as eu, comment tu l'as fait, mais surtout pourquoi tu avais eu envie de parler de ça, en fait, du fait que tu aies vraiment changé ta carrière il y a 1 an de tout ce qui est dev web pour aller vraiment faire du dev système. Donc ta question, c'est pas le pourquoi j'ai fait le changement, parce que ça, je pense, j'en parle bien dans la vidéo, Ouais, c'est plus pourquoi je voulais en parler. Exactement. Il y a des raisons qui sont des raisons qui font que ça peut être intéressant en général d'en parler, mais je vais pas commencer par ça. Je vais commencer par la vraie raison qui fait que j'ai fait ce travail-là. Ouais. C'est parce que j'aime bien documenter ce que je fais en fait, de manière générale. Et je le voyais plus comme une espèce de moment important de ma vie où j'ai fait un truc dont je suis hyper fier et le documenter, le garder quelque part avec des belles images, avec une voix off, tu vois, un truc pas de l'ordre du documentaire, mais qui veut avoir cet ADN-là. Je trouve que c'est un luxe et j'ai les skills pour le faire, donc je l'ai fait pour en avoir un souvenir et je pense que c'est un peu aussi, si un jour on devait me dire pourquoi tu devrais faire une chaîne YouTube, parce que je pense que documenter sa propre vie, ça a de la valeur, tu vois. Il y a des Let Me Hack Better, il y a des mentors qui venaient, et puis je vois mon fils derrière qui passe, qui rentre de manière... Et puis quand je revois sa tête dans la vidéo, tu vois, ça a une force incroyable, tu vois, de pouvoir se revoir 4-5 ans avant, 3 ans avant, peut-être bientôt 10 ans avant, j'espère. Et comme c'était important pour moi, je me suis dit, si je l'explique, si j'en parle, voilà, ça restera gravé, quoi. Et ensuite, pour les raisons très pratiques, c'est toujours se dire, il y a quelqu'un d'autre qui peut être intéressé par la même chose. Je pense que dans mon parcours, j'ai beaucoup vu des gens qui venaient du système venir au web pour des raisons de salaire, de mindset, de tout ce que tu veux. J'ai rarement vu des gens faire l'inverse. Et je pense que c'est à l'image de ma carrière où j'ai commencé avec du très front
tu vois, très visuel, et puis j'ai fait du full stack, et puis petit à petit je descends. Et puis dans 5 ans, je fais de l'assembleur, et puis tu vois, je rigole. Mais l'idée c'était tu vois, pour moi, si tu veux, ma façon de voir et de me complaire dans l'informatique, c'est d'appréhender ces couches une à une. Et dès que je commence à maîtriser, à avoir une bonne vue, j'ai envie d'aller comprendre plus bas. Bon, après, plus bas que ce que je fais maintenant, je pense qu'après, c'est peut-être moins intéressant, ou peut-être ça me plaira pas. Mais tout le cheminement était de faire ça, tu vois. Mais est-ce que tu avais eu le même ressenti quand tu avais commencé ta chaîne YouTube? C'est-à-dire que au début, en tant qu'autodidacte, tu démarres et tu commences aussi un petit peu à documenter ce que tu faisais, ce que tu apprenais. Voilà, même si c'était beaucoup moins, on va dire, poussé, parce qu'il y avait beaucoup moins de skills. Mais est-ce que le plaisir était le même? Enfin, comment tu vois le changement en fait par rapport à aujourd'hui? Non, je pense que le plaisir était vraiment différent. L'idée à l'époque, c'était de se dire, comme je suis un débutant, un autodidacte, j'ai vu des trucs et je peux voir des trucs que d'autres vont voir. Donc si j'explique comment j'ai résolu certaines problématiques, et je me rappelle de la vidéo de React où je disais, bah voilà, si tu sais faire ces 5 trucs-là dans une appli React, tu peux aller dans tous les jobs. Parce que finalement, c'est ça qu'on me demandait dans mon job, tu vois. Et ça, je trouvais que c'est une information hyper pertinente. Plutôt que de se taper tous les tutos de React, tu pouvais te concentrer sur faire des call API, gérer les erreurs, les loadings, donc tous les states de l'API. Tu pouvais gérer des forms, gérer des listes. Et quand tu savais faire ces 4-5 trucs-là, en général, voilà, tu pouvais t'en sortir dans quasiment tout. Et donc, c'était plus cette idée-là, de dire, voilà, et c'était pour moi d'agrandir mon réseau aussi. Il y avait une réelle volonté de m'exporter et de m'exposer. Alors que là, en tout cas, pour ce qui concerne YouTube, c'est plus un truc très personnel et très artistique, une démarche plutôt profonde que j'essaye d'avoir. Et tu vois, si tu regardes bien dans mes vidéos, à un moment, j'ai fait un entre-deux où je faisais des vidéos un peu en mode setup, tu sais, micro, en mode Twitch. Et j'utilisais mon setup de Twitch pour faire mes vidéos. Parce que c'était beaucoup plus simple en termes de montage et tout. J'enregistrais, je mettais le rush. Et j'aimais pas ça, en fait. C'est pas moi. J'ai essayé, tu vois, parce que je me disais, je vais aller beaucoup plus vite. Et en fait, même en ayant cette capacité d'aller plus vite, alors là, je crois que si on me demandait entre faire des cutters et des katanas, je préférerais faire des katanas, tu vois. Et j'espère faire des vidéos qui vont se rapprocher plus du katana que du cutter, quoi. Le cutter, ça coûte très bien. C'est intéressant parce qu'en termes en tout cas, personnellement, comment je le vois, c'est, même si je sais que tu fais des vidéos depuis un moment, on va dire que ça va peut-être faire vraiment peut-être 1 an et demi que je regarde tes vidéos. Avant, je les voyais passer, je les regardais pas vraiment, parce que comme tu disais aussi, c'était une autre audience, tu vois. Exact. C'est clair que toutes les dernières vidéos que tu fais, elles me touchent déjà beaucoup plus, et ça me fait du bien de passer 10 minutes avec toi dans une vidéo et voir et tout, quoi, tu vois. Et tu vois, je me rappelle toujours de la vidéo de ResQA que j'avais fait, en mode écrivez vos tests une fois. Alors, t'écris ton Gherkin, tu lances tes tests, et puis après, je passais d'une implème de Express à Fastify, et le test passait toujours. Je me rappelle que tu m'avais dit 15 minutes. Mec, j'ai pas ton temps. Je me rappelle, ça m'avait trop marqué, tu vois. Et tu vois, j'avais pris du feedback aussi de ça en me disant, ouais, en fait, des profils un peu plus seniors ou machin, est-ce qu'ils ont vraiment le temps de regarder ce que je fais ou pas. Et tu vois, je crois que, en fait, c'est drôle parce que je trouve que ce que je fais là, c'est ce que je fais de plus abouti. Et en même temps, mes vidéos font 5 minutes. Et je le fais pas exprès. En fait, c'est-à-dire que j'écris de manière à te raconter un truc, et au final, quand je regarde, je monte, je vois que j'arrive à 5 minutes et tout, je me dis bon. Tu vois, et donc il y avait tout un travail aussi à faire au niveau de l'écriture. Au début, tu te répètes beaucoup, tu dis 2 fois les mêmes trucs, des fois tu coupes pas en montage, tu fais plein d'erreurs. C'est cool d'avoir eu une intention de faire un truc, qui a réveillé cette intention artistique en moi, et finalement, je suis un truc qui est beaucoup plus quali au final et beaucoup plus adapté à mon audience. C'est cool. Et justement, est-ce que tu as senti qu'il y avait des sujets qui étaient beaucoup plus chauds que d'autres? Parce que je sais que, comment je vois ta chaîne, c'est comme tu disais au début, beaucoup de web avec du React, donc du front. Après, tu es monté beaucoup sur de l'open source, si je me rappelle bien. Et puis là, on va carrément sur de l'anglais, de l'international et de la couche système. Donc c'est un peu ça que je vois. Je ne sais pas si je rate des chapitres. Tu rates pas de chapitres. Avec les mentors aussi, mais les mentors, c'est toujours dans
dans les débuts et l'apprentissage, quoi, la courbe d'apprentissage. Ouais. En fait, j'ai arrêté le truc avec les mentors parce que c'était hyper chronophage à organiser. Et que faisant plus de trucs à côté, plus d'open source, j'avais moins de temps d'organiser. Ça, c'est une note. Mais t'as rien raté, si ce n'est qu'effectivement, la seule différence avec ce qui arrive après, c'est que je pense qu'il y aura beaucoup moins de technique. Finalement, expliquer que je suis passé côté systems engineer, c'est un élément de narration de mon récit, mais le message caché, c'est fais ce que t'aimes, et si moi j'ai réussi à faire ça, il y a plein de possibilités qui peuvent s'ouvrir à toi si tu sais les prendre. Et, un peu comme ce qu'on fait ici, ce que je préférais, les sujets dont j'ai envie de parler, c'est des sujets un peu plus high level. On va parler de carrière, de mentor, comment lire un bouquin tech, comment faire sa personal review. Moi, je suis chez Postman, on me demande de faire des self-reviews de toi-même. C'est un travail qui est quand même un peu particulier de se juger soi-même, donc, et qui est intéressant à plein d'égards. Donc, je vais plutôt essayer d'aborder ces sujets-là, le sujet de comment travailler en remote avec une équipe distribuée. Voilà. Et dedans, il y a la partie système, etc. Est-ce que je vais faire des vidéos sur la Progress System pure ? J'aimerais bien, mais il y a beaucoup de gens qui le font déjà, je pense. Moi, j'ai plus envie de raconter des histoires, et parce que c'est ça qui me motive le plus, les miennes, et un peu dans le même esprit que ce podcast, dire aux gens, bah tiens, si tu utilises peut-être cet outil, tu peux optimiser ça ou avoir ça. C'est peut-être plus ça qui m'intéresse sur YouTube, en tout cas. C'est vraiment l'âge de la maturité, quoi. Le mec a une barbe maintenant. J'ai toujours une barbe, qu'est-ce que tu dis ? Il veut parler de programmation système abstraite et puis tout ça, quoi. Ouais, le gros dev Linux avec sa barbe jusque-là, son mec de café bien en main. Ouais, je vois bien, c'est cool. Et moi, je voulais un petit peu aussi donc, déborder sur tout ce qui était open source, tu vois, parce que je pense que ça... Il y a un truc un petit peu à se démystifier, tu vois, autour de l'open source. Tu vois, il y a un petit peu de... Si on fait de l'open source, on est dans une catégorie de personnes qui peuvent peut-être trouver des jobs un peu mieux. On est dans une catégorie qui développe beaucoup mieux, ou enfin, je sais pas. Donc, je voulais savoir, justement, vu que tu es passé aussi par cette phase, tu faisais beaucoup d'open source, je sais pas si tu en fais toujours autant, mais comment tu avais vu, tu vois, l'apport de l'open source, en fait. Tu vois, au-delà de tout ce que les gens disent, c'est quoi ta personnelle approche par rapport à ça, tu vois? C'est intéressant parce que un des items qui est sur ma liste, c'est la rentrée. Parlons de side projects, tu vois. Parlons de side projects, et pour répondre à la question la moins intéressante que tu as posée, est-ce que moi j'en fais toujours ? Moins, beaucoup moins, mais pas vraiment, parce qu'en fait le projet sur lequel je bosse chez Postman, qui est un projet top secret, il va être open sourcé. Donc là, ça fait 10 mois que je commit sur un truc toutes les semaines, qui à un moment va être open sourcé. Donc je le fais dans le même mindset, sauf que voilà, au lieu d'avoir plein de mecs dans tous les côtés qui lâchent des commentaires, j'en ai un peu moins. mais ouais, en tout cas, tout ce que j'ai fait, c'était pour arriver dans la position dans laquelle je suis pour bosser sur ce projet-là, quoi. Voilà, ça c'est pour la parenthèse. Maintenant, je pense qu'il faut distinguer deux types de profils. Des profils seniors et ceux qui n'ont pas trouvé ceux qui sont en train de chercher leur premier job. Pour celui qui cherche son premier job, l'open source, pour moi, c'est la voie royale pour avoir une expérience avant d'en avoir une. Si on parle d'un développeur junior qui n'a jamais eu d'expérience, et les boîtes vont chercher des expériences professionnelles, que toi t'arrives, que tu as un GitHub fourni, que toutes les semaines tu pousses 10 commits sur un projet JavaScript ou de ton domaine, on peut pas dire que tu n'as pas d'expérience. C'est-à-dire que tu peux arriver à mettre une aiguille là où personne n'arrive à la placer. Tu peux arriver en disant, voilà, moi par contre, bien sûr. Vous me considérez comme pas d'expérience pro, par contre, regardez, j'ai fait ci, ça, ci, ça. Regardez mon GitHub, j'ai contribué sur tel projet open source, tel projet open source, tel projet open source, qui représente mon niveau de skill. Vous voulez voir du code que j'ai produit, je produis du code, etc. Je suis habitué à travailler en communauté. Ça envoie quand même beaucoup de messages. Après, toujours, faut le vendre, hein. Tu sais, moi, je parle avec un pote cette semaine et il va se reconnaître. Donc, il m'envoie son CV. C'est un mec qui a monté une boîte pendant quelques années et tout. Donc, il met son expérience de la boîte qu'il a montée, qui a finalement fermé, ses expériences passées. Et en bas, il met le projet open source de ces 5 derniers mois sur lesquels il a passé tout son temps.
où il a fait du cross-platform, il a fait un travail monstre, le mec, et il le met en bas, genre projet, et il met son projet. Ouais. Je lui dis, tu me vires cette section projet, tu mets cette expérience au-dessus, comme ton expérience courante sur laquelle tu bosses, etc. Et ça envoie un autre message. Et tu vois, ce mec-là qui a passé beaucoup de temps en open source, dans son projet, il y a un binding C++, il y a un binding React Native. Le projet, il est bien. gigantesque. Et le mec, il allait le mettre en dernier. Tu vois. Donc, Ouais, il suffit aussi après, il faut se vendre. C'est pas parce que tu as fait de l'open source, mais si tu n'en parles pas, si tu communiques pas, si sur ton CV on se ressent pas, si tu le mets pas dans tes expériences et que tu le mets comme un side project à la tonton, c'est sûr que les gens vont pas se dire, ah oui, ok, il se passe quelque chose. Après, sur ce genre de profil, c'est intéressant que tu en parles parce que, comme on dit, c'est facile de dire à un junior, bah, tu fais un peu d'open source et tu mets sur ton CV, les gens, tu vas faire la différence. Ouais. Maintenant, moi, je peux clairement dire que je suis aussi passé par ma phase d'open source dernièrement où je suis devenu, j'aime beaucoup contribuer de plus en plus aussi. Mais avant même cette phase-là, si je devais recruter un développeur, je voyais qu'il avait fait ça, mais ça, c'était toujours pas déterminant. On va dire ça comme ça. Okay. Aujourd'hui, vu que je suis contributeur open source, ça me touche beaucoup plus. Tu vois, c'est comme si je te disais, je sais pas, tu vois, sur CV, toi, t'es un fan du Barça, tu vois que le mec, il a contribué à un truc sur le Barça, tu vas dire, ah ouais, ce mec-là, j'ai envie de le rencontrer, tu vois. Okay. C'est une affinité personnelle qui se crée parce que j'ai fait de l'open source. Ouais, donc toi, tu dis que... Mais pour un junior, je sais pas si c'est assez puissant pour qu'il se démarque. Ça m'a... Il y a beaucoup de facteurs. Ouais, après, maintenant, si le recruteur, il capte rien et tout... c'est plus compliqué. N'oubliez pas que ça passe toujours dans les mains des HR, des RH en premier. Ouais. Non, mais après, ça dépend. Enfin, oui et non. Ça passe surtout dans les mains des chasseurs de tête en premier. Pour moi, en France, le game, comment il est fait, c'est d'abord les chasseurs de tête et ensuite, tu as un profil technique, ton manager qui prend le profil. Effectivement, c'est compliqué. Mais après, ça dépend des boîtes, mais c'est quand même beaucoup screené aussi par parce que les chasseurs de tête parlent avec les RH, tu vois, parce qu'ils doivent parler salaire, commission, j'en ai aucune idée, tu vois. Et après, ils font le tri pour t'envoyer quelque chose, tu vois. Après, ça dépend des boîtes, petites ou grosses boîtes, bien sûr. Ouais, mais je pense que ça aide quand même, en fait. Parce qu'en fait, il y a contribuer, tu vois. Un mec qui fait du front JS et qui a 2-3 PR, même de la maintenance sur React, par exemple, sur le repo React, bon, c'est un peu gros pour commencer. Qui a un peu de maintenance sur Babel, qui a un peu de maintenance sur 2-3 projets comme ça, sur Redux. Il y a plein de maintenance à faire un peu à droite, à gauche. Ça montre une envie aussi quand même de réussir et de faire des choses. Après, c'est encore une fois, c'est à toi de bien le vendre justement à la première personne que tu as au téléphone, tu vois. Si la personne, elle te dit, ah là, tu dis pour moi, c'est comme une expérience, qu'elle te dit non, et que tu sais pas argumenter pour lui dire si, et que tu sais pas insister, voilà, il faut. Moi, si j'avais écouté pour mon deuxième job, j'aurais eu une offre peut-être 6 à 7 cas en dessous de ce que j'ai eu. Parce que si tu les écoutes, ils vont te dire que non, en fait, toi, tu tapes là. Moi, je te dis que je tape là, en fait. Et pour ça. Et j'estime que pour ça. Donc après, c'est sûr que c'est pas juste je fais de l'open source et s'il y a un truc magique qui va se passer, il y a un peu de com à faire. Quoique, honnêtement, si tu es sur des projets très exposés, c'est là où, et peut-être on peut passer sur le senior, mais moi, Postman, ils m'ont recruté avec un script parce qu'ils regardaient qui contribuait sur Babel. Si je n'avais pas contribué sur Babel, ils m'auraient pas recruté. Tu vois. Oui, mais c'est pour ça, moi, je voulais vraiment te parler de ça parce que c'est un conseil qu'on donne beaucoup aux juniors et je sais que pour les juniors, c'est pas non plus évident de se dire bon, on va mettre un projet sur GitHub et tout et ils pensent que ça va être. Ouais, non, c'est dur. Comme tu l'as dit, il y a quand même une bonne expertise qui est requise pour juste faire de l'open source. Ouais, ça c'est sûr. Il faut être guidé, il faut être mentoré, il faut aller dans des projets avec des communautés saines, comme la communauté de NodeSecure ou de ResQA par exemple, où les gens quand ils viennent, on les prend par la main, on leur donne des petites tâches. Et après, il va falloir que les gens ils se fritent aussi. Hein. Même les premières contributions de NodeSecure, je me fritais un petit peu, tu vois. Et au bout de 5-6, je voyais que c'était de plus en plus simple. Et puis après, on a monté l'équipe et tout. Et ça s'est bien fait, tu vois. Mais il y a toujours le parseur de Babel, mec. J'ai rarement vu un code aussi complexe que ça, tu vois.
des Ah ouais, bah, débuggers dans tous les sens, tu es dans une loupe qui essaie de parser une expression et mec, c'est l'enfer. Donc, il y a un moment donné, faut se friter, tu vois. Si maintenant... alors, la seule skill, en fait, qui est indéniable, c'est d'avoir envie d'y aller et d'avoir l'aptitude à se prendre des murs. Et c'est ça que ça travaille aussi l'open source. Mais si t'es pas prêt à ça, effectivement, c'est t'as pas peut-être faux. raison de dire que... J'aime bien désolé, je te coupe, mais j'aime bien le parallèle avec, tu rentres dans un projet, comme tu l'as dit, tu rentres dans Babel, tu rentres, je sais pas, dans React, un truc comme ça. Donc, c'est les projets populaires. Maintenant, il y en a beaucoup de plus petits, mais ce genre de projet-là, juste mettre, je dis une connerie, mais 3 heures à le faire tourner proprement sur ta machine, tu vois. Ouais. C'est la même expérience que tu auras dans la prochaine boîte que tu vas, Exactement. que tu vas rejoindre, tu vois. Il y aura moins de documentation, il y aura juste quelques devs qui vont te dire, bah, tiens, tu prends ce script-là sur un Slack. Parce que, build Babel depuis... Ouais, exactement. Parce que build Babel ou Node, depuis sa machine, c'est assez facile, en fait. Hein. Node, tu fais /configure, le script de configuration, qui va configurer ta machine pour toi. Ensuite, tu fais make, et t'attends, selon ta machine, entre 30 minutes à 1h30, quoi, la première fois. Et voilà, tu build des nodes en local. Mais je comprends. Et ensuite, sur les plus seniors, je dirais que ça te permet, quand tu es dans une période un peu stagnante de ta carrière, où tu sais que tu veux aller prendre une autre porte, et bah, de se prendre 30 minutes, 40 minutes par jour pour faire de la contribution sur un projet qui va t'exposer cette skill dont tu désires. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais en venir à mon point. Mais que tu sois senior ou que tu sois junior, pour moi, avoir un projet à côté, c'est quasi mandatory, quoi. Si vraiment tu veux évoluer, parce qu'en fait, ton boulot ne te permet pas toujours d'avoir l'opportunité de travailler sur les trucs que tu aimes. Eux, ils ont aussi des besoins, et il faut que tu répondes à ces besoins. Et je pense que c'est OK. Mais des fois, toi, il faut que et lire des bouquins seulement sans pratiquer, etc., c'est sûr. Cool, mais voilà. Donc, il y a un moment donné où le side project, pour moi, il est quasiment requis. Très tôt, il est requis. Et plus tard, ce qu'on va attendre, c'est peut-être que toi-même, tu designes un projet open source ou que tu fasses des trucs toi-même, comme toi, tu as fait avec RESTQL, comme j'ai essayé de faire avec Clix ou avec d'autres. Parce que c'est la step d'après, d'avoir su résoudre un problème de toi-même, d'avoir exposé cet API à tout le monde, d'avoir testé, d'être passé par toutes les problématiques de la distribution, etc., de ton code. Je pense que ça, c'est aussi un truc que les seniors vont pouvoir trouver, qui fait que c'est important. Et tu vois, dans tous les cas, il faudrait un projet à côté. Et je pense que dans tous les cas, l'open source, c'est parfait. Parce qu'il y a un truc que l'open source a, c'est une exposition naturelle. Tout le monde peut aller voir ton code. Tout le monde peut regarder ce que tu fais, en fait. Alors que quand tu as une appli même sur l'App Store, c'est cool d'avoir exposé. Ouais, tu peux être un dev qui a fait 200 000 téléchargements sur iOS en App Store. Et quand j'ouvre ton code, j'ai envie de vomir. Ça marche, ton application. Mais quand tu exposes du code sur GitHub, que tu t'es fait review par 2-3 mecs, qu'en plus c'est des monstres, que tu as pris ce knowledge, etc., c'est pas la même. Et ça, quelqu'un de senior ou quelqu'un qui va recruter quelqu'un de senior, ça, il le sait pour le coup. Oui, après, je pense qu'on a aussi beaucoup axé le côté de réputation. On a beaucoup parlé de ça, donc la réputation, ce que ça t'apporte, comment tu peux évoluer. Moi, j'ai aussi envie de parler d'un point de vue personnel. Tu vois, moi, ce que ça m'a apporté. Personnellement, beaucoup au niveau de la développeur experience. Yes. Donc, pour les gens qui ne sont pas familiers avec le terme, donc c'est comme la customer experience, donc les designers qui font des super UI. Et ben, c'est aussi pour les développeurs comment tu proposes une interface qui a une très très bonne expérience pour le développeur qui vienne sur ton code, qui puisse comprendre facilement, qui puisse installer ton projet, que j'ai une connerie pour invoquer une fonction, ça a du sens, le nom a du sens, la documentation a du sens. Je pense que ça, c'est vraiment... l'open source m'a vraiment beaucoup aidé à évoluer sur ce pattern-là. Avant ça, en temps normal, je faisais mes trucs et voilà. Mais après, quand tu te dis, faut que n'importe qui dans le monde puisse arriver et puisse faire tourner ton truc en moins de quelques secondes et trouve ça ultra intuitif, tu réfléchis beaucoup plus à comment tu découpes tes briques, à comment tu fais ta documentation. Ouais. Tu vois, donc ça, je pense que c'est un skill que j'ai vraiment beaucoup aimé apprendre en faisant de l'open source.
et qui m'a aussi beaucoup aidé professionnellement parce que maintenant, quand je parle avec mes devs et qu'ils sont besoin de faire quelque chose, puisque je révise pas trop de code, ce que je leur demande, c'est donne-moi la doc du truc, quoi. Donne-moi le README, il ressemble à quoi? Tu vois, donne-moi les fonctions, donne-moi quelque chose qui me permet de comprendre sans runner le code, tu vois, sans me casser les dents dans le code et tout. Donc je lui dis, c'est ça la fonction business. Le business, il veut ça, il doit faire ça, ça, ça. Elle va ressembler à quoi les PI, quoi. Tu vois, montre-moi quelque chose. Et en fait, ça, c'est, je pense que c'est aussi ultra important, mais ça me permet aussi vraiment de savoir que mon dev, il a vraiment compris ce qu'il doit faire. Il doit faire un truc pour le business qui est bien, mais il doit aussi faire un truc pour que les équipes en interne comprennent et que ça soit simple à maintenir et à contribuer. Enfin voilà, donc on est vraiment sur quelque chose de collectif au final. Et le collectif, ça marche avec tu vois, des définitions claires, quoi. Ouais, après, je pense que dans ce qu'on a abordé jusque-là, il n'y avait pas que la réputation. Pour moi, il y avait aussi la partie technique. Et je classe ça dans la partie technique. La DevX. Pour moi, c'est c'est de l'ordre du technique, en fait. Mais effectivement, ce qui va se passer, c'est que le gars, il répond à sa problématique métier. Et peut-être qu'il va appeler 5 fonctions pour faire le truc, devoir instancier une classe et rappeler 4 trucs derrière, machin, etc., etc. Alors que on pourrait frapper tout ça dans une fonction qui fait tout ça. Et ça, peut-être qu'effectivement, c'est pas l'instinct premier du développeur, quoi. Le développeur, dès qu'il a résolu son problème, lui, il est habitué, c'est lui qui a créé son interface. Il se pose pas la question. C'est pour ça que c'est vrai que c'est un peu à cheval entre un truc finalement de produit. Open source, c'est aussi un produit. Et c'est plus comme ça aussi qu'il faut l'amener. Mais c'est aussi, je pense, comme c'est finalement API Surface, c'est aussi un truc qui est technique parce que c'est le code que tu écris au final qui s'expose ou qui s'expose pas. Donc je pense qu'il y a des principes qui sont finalement des principes d'ingénierie technique. Mais effectivement, là où je suis d'accord avec toi, c'est quoi? J'aurais mis un peu côté produit finalement ce truc-là. Et c'est ce que toi tu fais dans ton approche. Ne me parle pas de l'implème, déjà. Regardons ce que tu proposes. Si ce que tu proposes a déjà une ergonomie pourrie, bon, déjà on va rebosser ça. Et puis après on rentrera dans le code, etc. Déjà si tes tests passent, etc. On peut déjà merger, on peut voir ce que ça donne et améliorer un petit peu après les performances, quoi. Et même dans la programme système que je fais, ça m'arrive très souvent de faire un truc qui n'est pas exactement pas parfait, machin, puis on merge et puis après on se refait une paire d'improvement, ce qui fait d'avoir des changements atomiques et de se concentrer sur un truc à la fois. Plutôt que de résoudre la performance en même temps que l'ergonomie, en même temps que la couverture de test ou je ne sais quoi. Faire du code parfait. Ouais, et ça, c'est un truc qui peut être dur à faire en open source parce qu'une fois que tu as exposé ton API, il va être. Donc il faut bien que tu la flagues proprement, en mode expérimental, etc. Parce que les gens sinon vont partir du principe que c'est bon. Mais je pense que c'est une liberté qu'on doit se donner en open source de mettre des trucs flagués autant de temps qu'on a envie. Et si les mecs veulent que ça aille plus vite, qu'est-ce qu'ils font? Ils payent. Voilà. L'open source n'est pas gratuit. Une petite vidéo que je vais vous mettre en lien. Non, c'est intéressant. Mais ouais, donc, je pense que voilà, c'était important d'en parler, tu vois, l'open source. Je pense que c'est clair. Beaucoup de choses qu'il faut démystifier. Et je suis d'accord qu'il faut démystifier. Du coup, j'ai un autre sujet après qui est lié. Mais il faut démystifier. En fait, ce qu'il faut démystifier, c'est que comme se convertir en tant que développeur, il y a des phases de mur qu'il faut être prêt à les manger. Mais que c'est un super endroit pour les manger parce qu'il y a des gens qui ont besoin, finalement, des projets qui ont besoin d'être maintenus. Exactement. Et tu vas avoir de l'importance, tu vas te retrouver au sein d'une communauté, tu vas agrandir ton réseau et tous les trucs qu'on pensait à propos de l'open source. Un truc auquel je pensais par rapport à toi. Et tu vois, je l'ai prévu, c'est mon deuxième point. Et pour Olivier, il a marqué 2 points. Allez, on voit. Craqué de pas faire de code si tu n'avais pas eu SQL. C'est-à-dire que toi, tu es dans un truc de management, de high level, tu gères les équipes, tu fais en sorte que ça teste bien, que ce soit fluide. Voilà, tu fais monter tes équipes et tout. Mais finalement, dans SQL, tu as fait beaucoup de code. Moi, j'ai vu le code de SQL, j'ai vu la code base. Tu as fait beaucoup de code. Ma question est-ce que si tu n'avais pas eu ça, tu ne serais pas devenu fou? Parce qu'à un moment, tu n'aurais pas voulu refaire du code. Parce qu'en faisant ça, c'est un peu ce que je disais. Tu bosses ton truc de management au taf parce qu'on te le demande, mais à côté, tu continues à bosser tes skills de codeur, tu vois.
malgré que tu sois plus... Et c'est ça qui est mortel. Et du coup, mais est-ce que toi, et c'est pour justifier un peu mon point que je te pose cette question, c'est quoi ton rapport à ça, en fait? Non, c'est une très bonne question, en fait. C'est vrai que j'ai passé finalement, on va dire peut-être 7-8 ans sans faire d'open source, juste être un consommateur, ne pas être un contributeur. Il est vrai que quand je suis passé sur des rôles plus de management, donc je codais beaucoup moins. Même en vérité, même quand j'étais tech lead ou quand j'étais dev, je commençais à coder beaucoup moins. Je codais plus pour les équipes, pour les faire aller plus vite, que de coder des fonctions business. J'étais le mec qui essayait tout le temps d'esquiver les fonctions business, tu vois. Tu connais ce mec qui commence une fonction, qui commence les trucs et il donne à un autre mec. C'était toi. Tu connais ce mec, voilà, exactement. Ouais, finalement, tu étais plus un designer d'interface, quelqu'un qui voulait, qui prenait soin de l'ergonomie et puis. Exactement. Donc, si on parle par exemple des PI, naturellement, je commençais plus à faire que des Swagger pour les autres équipes, des trucs comme ça. Okay. Supporter le product owner, je prenais ce que le product owner disait et puis je commençais à le designer proprement pour les équipes et les équipes faisaient la tech. Voilà. Donc j'avais déjà ce rapport où je codais plus trop ce qu'on me demandait de faire. On va dire, je codais plus ce que j'avais envie et enfin voilà, j'essayais de trouver l'impact que je voulais avoir, où est-ce que je pouvais en fait. Donc ce qui fait que j'ai envie de te dire non, ça me manquait pas dans le sens professionnel, mais c'est vrai que dans le sens personnel, si tu as envie d'avoir, enfin voilà, tu sais que les technologies d'il y a 5 ans, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Tu vois, si tu as vraiment envie d'aider tes équipes, il faut que tu comprennes ce que tu fasses et voilà, et beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je suis parti vraiment sur tout ce qui est plateforme de test parce que en tant que manager, j'ai pris l'approche de me dire, peu importe le langage des devs, parce que par exemple, à ce moment-là, j'avais un projet en .NET et je connais rien en .NET. Je disais aux gars, j'en ai rien à foutre de ce que vous codez, mais en tout cas, il faut que ces tests-là, ils passent. Il faut que moi, je les comprenne et que ça passe. Et c'est comme ça que j'ai réussi à garder la qualité. C'est comme ça qu'après, on a réussi à migrer vers une plateforme où je connaissais le langage, en fait. Si je récolte bien le truc, d'abord, on a un Olivier qui commence à se rendre compte que ce qui est important, c'est les interfaces, les API, et donc qui commence juste à placer des blocs et qui laisse ses équipes itérer. Ensuite, on a un Olivier qui se dit, je veux comprendre la doc, je veux voir vos tests et que ça passe. Exactement. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est là où, en fait, tout ce truc vers SQL t'amène naturellement vers SQL dans ce truc-là, dans cette chose de dire, et c'est ce qui est ouf avec Gherkin, et c'est un sujet où je pourrais m'énerver. C'est très dur de comprendre pourquoi les gens s'y mettent pas plus, mais bon, bref. C'est de dire, je déclare un truc, pour une API tag, quand je passe tag, je retourne tag, il faut que ça marche. Et donc, du coup, moi, je suis high level, j'expose ça, et que demain, on le refasse en Java, en .NET, en Node, en Rust, en C++, mon API, il faut qu'elle me crasse la même chose, et je peux m'assurer que, au moment de ma migration, en plus, j'ai vraiment ce que l'user va utiliser, j'aurai quasiment la même chose. Exactement. C'est cool. Et ouais, donc c'est pour ça que ça m'a amené aussi vers ça. Et naturellement, ça m'a donné la motivation de me dire, OK, il y a quelque chose à faire avec cet outil-là. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis en place avec les équipes. Comme je t'ai dit, on a fait notre migration vers justement de .NET pour aller vers du Node.js. Tu vois. Donc, ça s'est fait ultra smooth parce qu'on avait plus de 2000 tests écrits en Gherkin et que les gars, ils prenaient un microservice et ils le torchaient en une semaine ou deux, tu vois. On avait vraiment beaucoup, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça qu'après, le côté open source, ça a été... Enfin, il y a eu deux côtés. Il y a eu le côté, j'avais de coder un petit peu, comme tu l'as dit, donc ça, je vais pas le nier non plus, tu vois, ça me manquait un petit peu, mais plus personnel. Merci, Olivier, merci de ne pas... Mais il y a eu un côté effet boule de neige où je commençais à réapprendre des trucs excitants, en fait, tu vois, parce que en code, soit tu résous des problèmes bien techniques, ou comme toi, tu vas vraiment tu rentres dans la profondeur de choses, ou soit tu tournes en rond très vite, tu vois. Puis source, ça m'a vraiment happé, quoi. Vraiment happé. Moi, je me rappelle, franchement, les heures qu'on faisait,
À un moment, on a enchaîné pendant 6-7 mois la SQL. On cassait tout, on faisait des nouveaux repos, on s'écrivait des tests. Mais c'est mortel, hein. Franchement, notre Secure aussi, c'était mortel. Mais un truc que j'ai préféré sur SQS, à Thomas, gros shout-out à lui. Mais un truc que j'ai vraiment kiffé sur SQS, c'était le domaine qui me plaisait beaucoup plus de testing. Et ce que j'ai pu apprendre moi-même, en fait. C'est vrai que j'ai appris des trucs côté sécu, mais c'est vrai que ça me passionne beaucoup moins. Mais côté testing, ce que j'ai pu apprendre avec le Gherkin et tout. Tu vois, même un projet comme Clix, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout du bout du bout. Je pense qu'il va être refactor en Rust ou autre chose. J'ai trouvé d'autres opportunités. Okay, je vais sûrement ou en C++, mais avec un binding node. Enfin bref. Ouais. Et je pense qu'un jour, je ferai un plugin dans SQL pour écrire des tests end-to-end, tu vois, pour du CLI. Parce que, franchement, et c'est même des trucs que j'aimerais bien réutiliser chez Postman à certains endroits, tu vois. Il ne faut pas oublier que, et c'est là où c'est intéressant, je pense qu'on peut en parler aussi avec l'audience, c'est que, comme tu l'as dit, Clix, si je me rappelle bien, et tu pourras refaire l'histoire, mais ça a aussi beaucoup démarré parce qu'on avait cette problématique. C'était RSQL, bien sûr, parce qu'on utilisait BAT. Oui, exactement. On utilise aussi chez Postman, by the way, dans un des projets internes. J'étais mort de rire quand je l'ai vu. Et du CLI facilement. Ouais, voilà, mais c'est juste du test vraiment input-output, mais il va pas pouvoir faire un select, simuler qu'il y a un select, qu'il aille prendre la troisième option, etc. C'est d'ailleurs là où j'ai eu ma limitation avec Note. Hein. C'est le select, c'est la seule API qui manque. Et du coup, c'était un peu compliqué. Mais du coup, je pense avoir trouvé des packages qui peuvent m'aider à faire ça, à simuler de l'utilisateur sur un terminal, qui sont un peu plus gros. Mais du coup, je pense qu'accessoirement sous peu, je bosserai sur ça. Et c'est vraiment aussi le message que j'ai envie de passer ici, c'est de dire il y a plein de problématiques. Aujourd'hui, par exemple, si on prend SQL, c'est très très large, on va dire, c'est une grosse plateforme, tu fais beaucoup de choses. Pareil pour notre Secure, c'est très très gros. Donc démarrer quelque chose de gros comme ça va prendre du temps et voilà. Mais comme pour toi, pour Clix, il y a une petite problématique qui est beaucoup plus petite. Les gens peuvent commencer à mettre ça en place et faire des petites librairies. Ils sont pas obligés de faire des gros websites et tout. Et c'est ça qui, comme tu l'as dit dans ta dernière vidéo, t'a aidé à te faire remarquer. Exactement. C'est pour ça que je conseille les gens de venir côté RSQL et côté Node Secure. On mettra les liens d'ailleurs dans la description de la vidéo des Discord et des GitHub. Parce que tu vois, un mec comme Thomas, c'est un gars qui va prendre le temps, tu vois. Il va te donner une petite issue, machin, il va t'accompagner, il va te faire des vraies reviews, pas de pitié. Mais t'en ressors toujours. Et au bout d'un moment, comme tu commences à comprendre ce domaine-là, forcément, tu vois des problèmes arriver, en fait. Exactement. Dans la sécu, on en a vu. Exactement, dans la sécu, on a plein que Thomas, il voit arriver tout le temps, et c'est parce qu'il est dedans, en fait. Et moi, pareil, dans le côté plus testing, parce que c'est l'affinité que j'ai un peu plus. Et c'est ouf. De faire partie d'une communauté, ça t'aide à comprendre des choses que tout seul, tu comprendrais pas. Il n'y a même pas si longtemps que ça, j'avais fait un article sur comment tester des API avec des callbacks en C++. Ce qui est un peu naturel en JS, mais en C++, c'est moins naturel parce qu'il faut demander à C++ d'attendre la résolution de la callback explicitement. Ce qui rend un peu tricky pour quelqu'un qui vient du JS comme moi. Pour un gars du C++, c'est peanuts. Et du coup, en discutant avec quelqu'un de chez Node Secure, il m'a filé un article très complexe sur comment designer des API avec des callbacks que j'ai réutilisé quand je faisais une API en interne chez Postman pour un truc avec des callbacks. Ce truc de, par exemple, dans ta callback, si tu veux retourner une erreur et que ton API pass, il est sur un thread, par exemple, tu pars sur un autre thread, il faut aussi que ta réponse d'erreur parte aussi sur un autre thread. Tu n'as pas le droit d'avoir une API qui ne va pas être consistante, en gros. Tout de suite return une erreur, alors que dans l'autre cas, dans l'API paste, tu utilises une API qui va passer sur un thread, ça peut pas exister. Il faut vraiment être consistant, tu vois, par exemple. En JS, on fait pas trop ce genre de truc. Et tu vois, et ça, c'est parce que j'ai discuté avec un mec qui a eu cette sensibilité-là, qui avait remarqué ce truc-là. C'est Antoine. Gros bisous, Antoine. Et c'est pour ça que, il n'y a pas de. C'est pour ça que, même si on disait que c'est compliqué quand tu démarres, en fait, ce qui a gagné est tellement énorme que pour moi, voilà, il n'y a pas trop de. C'est pas faux. Pas trop de débat.
faut pas se mentir, hein, il y a le temps, c'est quelque chose sur lequel faut pas être radin, quoi. En open source, c'est sûr. Ah ouais, non, là... faut en parler, faut en parler. Regardez, allez voir le LinkedIn de Thomas, quand il parle des heures qu'il fait, on se rend vite compte. Non, l'open source, c'est comme tu dis, il y a beaucoup à gagner, c'est clair, et c'est comme tout. Il y a beaucoup... C'est comme la muscu, tu mets beaucoup d'efforts et derrière, tu as du résultat. L'open source, c'est pareil. Si tu passes 3 semaines, tu n'auras aucun résultat. Ouais, c'est... T'avais d'autres points, toi, mon Olivier? Non, pas forcément. Je voulais vraiment justement parler un petit peu de ce côté open source et de dire aux gens, contribuer, mais sérieusement. Voilà. Exactement. Et puis, on va mettre des liens posez vos questions dans les commentaires. On pourra même vous envoyer des issues dans les commentaires si on en trouve et tout, pas de problème. Mais voilà, le but, c'est de dire contribuer sérieusement, ne contribuez pas par opportunité, parce que vous allez chercher un job dans 3 mois, donc vous commencez à contribuer maintenant, ça va rien apporter, mais si vous le faites sérieusement, ça va vraiment vous aider beaucoup. Donc, ouais, c'est-à-dire qu'il y aura des gains, mais si vous le faites semblant, voilà quoi. Après, je peux comprendre que des fois, il y en a qui contribuent un peu un moment, après qui s'arrêtent. Par exemple, moi, j'essayais beaucoup d'être sur Node et tout, parce que je voulais faire plus de systèmes. Mais dès que Postman m'a embauché en tant qu'ingénieur système, j'avais moins ce besoin-là. Et le job m'a surtout demandé beaucoup plus d'heures que mon ancien. Donc, du coup, forcément, j'ai moins de temps pour contribuer. Mais en tout cas, il faut... Moi, si j'ai du temps, là, forcément, je vais faire des contributions open source. Dès que j'ai du temps, c'est un mindset, en fait, qu'il faut avoir. Du coup, moi, ce que j'aurais bien aimé faire, vu que c'est le premier épisode et qu'on se jauge un petit peu, de quoi on pourrait parler la semaine dernière, de quoi on pourrait parler la semaine prochaine. Moi, j'ai un thème qui me vient en tête, un truc dont j'aimerais bien parler. Je suis pas obligé de tout donner. Mais est-ce que tu penses est-ce que ce serait intéressant de donner aux gens qui nous regardent un petit peu une petite preview des sujets qu'on pourra aborder la semaine prochaine ou pas? Ou est-ce que toi, tu as déjà prévu des trucs où tu veux? Moi, j'ai envie de parler d'une technologie. Ok. J'ai envie de parler tout simplement de Docker. Ok. J'ai vraiment envie de parler de Docker et de l'impact que Docker a eu sur les devs en point de vue général. Chaud. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment un truc sur lequel j'ai vraiment envie de parler parce que c'est aussi un truc que j'aime beaucoup. Donc, mais tu sais quoi, c'est ouf parce qu'on en parle la semaine dernière, mais de l'expérience que j'ai eue avec toi, tu connais bien Docker. Moi, j'ai envie de vomir de ce truc-là pour plein de raisons qu'on va évoquer la semaine prochaine. Mais je le trouve ouf, hein, attention. Et il y a des trucs que j'ai vus avec toi qui m'ont servi à d'autres endroits avec des gens qu'on a en commun. Bref, je t'en parle la semaine prochaine. Mais ouais. Il y en a dans SQ en plus du conteneur. Bref, du coup, je suis chaud qu'on parle de ça la semaine prochaine. Du coup, je verrai ce que je peux préparer sur ça. J'ai plein de trucs à dire en fait. J'ai trop de trucs qui viennent là. Non, mais je pense que tout le monde a une petite opinion sur Docker, que ça positif, négatif ou autre, mais voilà. Incontestablement, pas de grand débat final. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Exactement. C'est un peu comme Cristiano Ronaldo. Tu peux aimer. Ouais, il y a des gens qui aiment, qui n'aiment pas, mais derrière, voilà. Écoute, moi ça m'a fait plaisir de te retrouver, vraiment. Ouais. Je suis en plus introduit avec de l'open source, vraiment je peux pas être plus content que ça. Du coup, on est sur une nouvelle chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Il y aura du coup le mois prochain un nouvel épisode. S'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, parlez-en en commentaire. On est vraiment dispo. Et puis, à très vite pour de nouvelles aventures. Yes. À bientôt. Ciao.